bonjour à tous. Donc, on va commencer par l'actualité fiscale et notamment par la loi de finances 2023 qui est assez pauvre cette année. Alors, le premier point concerne la TVA et plus particulièrement l'exigibilité de la TVA sur les acomptes relatifs aux livraisons de biens. Jusqu'à maintenant, la TVA était exigible au moment de la livraison des biens. Mais c'était contraire en fait au droit européen. Pour corriger cela, la TVA devient exigible dès l'encaissement des acomptes et cette disposition est mise en place à partir du 1er janvier 2023. À titre de précision, si aucun acompte n'a été versé, la TVA sur la livraison de biens reste bien sûr exigible au moment de la livraison du bien. Concernant l'IS, il y a une augmentation du plafond du bénéfice des PME bénéficiant du taux réduit. Il avait été mis en place en 2002 et le plafond il est de 38 120. Donc, à partir du 1er janvier 2023, il passe à 42 500. Et pour rappel, la loi de finances 2021 avait relevé le seuil de chiffre d'affaires de... Alors, Jamie, si tu peux passer la slide. La loi de finances 2021 avait relevé le seuil de 7,63 millions à 10 millions pour appliquer le taux réduit. Juste à titre de précision, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal d'IS est de 25%. Ensuite, prorogation et réaménagement du statut de jeune entreprise innovante. Ce régime qui devait s'appliquer aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2022 a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2025. Cette prorogation s'applique aussi bien en matière d'impôt sur les bénéfices que de la taxe foncière et de la CET. Et la loi a diminué de 3 ans la durée d'éligibilité des entreprises à ce statut, qui seront donc à nouveau réservées aux entreprises créées depuis moins de 8 ans. Avant, c'était moins de 11 ans. Ensuite, le crédit d'impôt collection qui devait prendre fin au 31 décembre 2023 a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Le crédit d'impôt pour dépenses d'adaptation audiovisuelle du spectacle a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Ensuite, on va passer au régime d'étalement de certaines subventions. Donc, les entreprises qui perçoivent des aides pour réaliser des investissements qui leur permettent de faire des économies d'énergie éligibles à l'attribution d'un certificat d'économie d'énergie bénéficient donc de subventions, d'aides, qui pourront être étalées et qui ne seront pas donc imposables sur l'exercice d'octroi. Cette mesure s'applique aux exercices clos à compter de l'année 2022 pour les entreprises relevant de l'impôt sur les revenus et aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés. Ensuite, on va passer à la CVAE. Donc, la loi de finances 2023 a acté la suppression de la CVAE sur 2 années, donc 2023 et 2024. Le taux de la CVAE sera diminué de 50% en 2023 et donc supprimé en 2024. Pour rappel, la loi de finances 2021 avait déjà acté une première diminution de 50%. Donc voilà, elle va être définitivement supprimée en 2024. Pour ce faire, la baisse du taux va s'appliquer à partir et au titre de l'année 2023. Donc 2022 n'est pas concernée. Donc la liquidation qui sera faite en 2023, qui concerne l'exercice 2022, on utilisera le taux en fait de la loi de finances 2021 qui avait déjà acté la première diminution à 50%. En revanche, le nouveau taux pourra être retenu pour les calculs d'acompte sur l'exercice 2023. Ensuite, on va aborder la loi de finances rectificative du 1er décembre 2022. Alors, nous avons l'entrée en vigueur de l'amortisseur électricité pour les PME et certaines TPE, parce que jusqu'à maintenant, ils étaient concernés sur les ETI, les grandes entreprises.
L'amortisseur électricité, qu'est-ce que c'est? Ça permet de ramener sur la moitié des volumes d'électricité consommés le prix annuel moyen de l'électricité à 180 € mégawattheure. Donc maintenant, les TPE, celles qui n'ont pas pu en réalité bénéficier du bouclier fiscal qu'on va voir juste après, et toutes les PME pourront bénéficier de cet amortisseur électricité. Donc, il rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Concernant le bouclier tarifaire, donc il avait déjà été mis en place en 2021, il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022, et là, il a été reconduit encore jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, il concerne essentiellement les TPE. Toujours dans le domaine de l'énergie, donc maintenant, il y a le maintien du guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Donc, c'était les ETI et les grandes entreprises qui en avaient le droit. Donc, ça a été prolongé jusqu'à fin 2023. Mais désormais, depuis le 1er janvier 2023, toutes les TPE et les PME seront éligibles à ce dispositif. Par contre, il y a quelques conditions, je vous les rappelle, sont éligibles à ce guichet les TPE et les PME dont les dépenses d'énergie représentent 3% du chiffre d'affaires 2021, après prise en compte de l'amortisseur, et dont la facture d'électricité après réduction perçue via l'amortisseur connaît une hausse de plus de 50% par rapport à 2021. Cette aide se fait sur le site impôts.gouv. Et après, on a le maintien du guichet d'aide au paiement pour les factures de gaz, et ça, elle concerne toutes les structures, TPE, PME, ETI et grandes entreprises. Merci Ayad, je vais prendre le relais sur la partie facturation électronique. Donc, comme vous le savez certainement, on a beaucoup d'informations qui circulent en ce moment autour de cette nouvelle obligation. Donc, l'objectif, c'est de vous sensibiliser sur la nouveauté du cheminement des factures et de l'émission des factures auprès de vos clients, de vous donner un ordre d'idée sur l'agenda qui va être amené à se dérouler là, dans les années à venir. Et puis, bien définir avec vous les éléments majeurs de ce qu'il va se passer en matière de facturation électronique. Étant entendu que c'est une petite information qu'on vous réalise là dans le cadre de l'arrêté des comptes, nous sommes en cours de préparation d'un double séminaire en deux temps. Une première partie sur un approfondissement complet de toute la terminologie que là, on va vous présenter de manière très synthétique. Et puis ensuite, un deuxième temps qui sera certainement sur le deuxième quadrimestre 2023 autour de la partie plutôt technique et technologique avec notamment les PDP, plateformes qui permettront d'émettre nos factures. Donc, rapidement, on souhaite vous rappeler le dispositif. Il y a deux thématiques qui sont importantes à retenir. Il y a d'une part le e-invoicing et le e-reporting d'autre part. Le e-invoicing concerne principalement la facturation émise entre entreprises assujetties dans le domaine de B2B. Et il concerne exclusivement des activités françaises, c'est-à-dire ce sont des factures émises pour toute une activité uniquement réalisée en France. Cette obligation, elle va donc concrètement, vous aurez l'obligation d'émettre des factures selon un format défini. 3 formats seront acceptés, le C2I, le Cross Industry Invoice, deuxième format accepté, l'Universal Business Language, l'UBL, et enfin le dernier, la facture X, qui est plus souvent assez communément retenu, et qui consiste en l'émission d'un fichier PDF auquel est associé un fichier XML, c'est-à-dire une ligne de code qui va transcrire toutes les informations de la facture. Voilà, donc ça c'est le format, il a été clairement défini. Ça va concerner, donc pour rappel, toutes les activités B2B françaises. Certaines activités ne seront pas concernées, ça concerne principalement le domaine de la santé, l'enseignement, la formation, les opérations immobilières et les associations à but non lucratif ne rentreront pas dans le champ d'application. En complément, sur la forme de la facture, peu de modifications, mais des informations complémentaires tout de même à intégrer. Le numéro de sirène du client sera désormais un champ obligatoire.
l'adresse de livraison du bien si elle est différente du client, l'objet de la facture, s'agit-il de livraison de biens ou de prestation de services? Et puis, est-ce qu'on a le paiement de la TVA serait réalisé par, selon les débits ou lorsqu'on a une option dans le cadre de prestation de services? Donc là, on vient d'évoquer la partie invoicing. La partie e-reporting, elle concerne deux natures d'activités très séparées. Il y a d'une part les activités dites B2C, c'est-à-dire toutes les entreprises qui réalisent des activités avec des personnes physiques auront l'obligation de transmettre non pas des factures, mais un fichier qui listera l'ensemble des activités réalisées avec les personnes physiques. Le calendrier de transmission de ce e-reporting est en cours de définition. Est-ce qu'on sera sur un mois? Est-ce qu'on sera sur une décade? C'est encore en discussion avec l'administration fiscale. Et d'autre part, les activités B2B qui, elles, n'étaient pas dans le cadre du invoicing. Je rappelle que j'avais bien dit que invoicing concernait les activités françaises entre assujettis. Et là, il s'agit d'aller attraper les activités qui sont dans un cadre international. Voilà. Enfin, dernier complément à ce e-reporting, il faudra déclarer l'encaissement des factures sur ces plateformes. Donc là, on vous remet un agenda de calendrier pour vous donner un ordre de grandeur. L'obligation de réception, elle est applicable dès le 1er juillet 2024, donc ça concerne globalement toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être organisé pour recevoir des factures à compter du 1er juillet 2024. Voilà. Ensuite, l'obligation d'émission de invoicing et de e-reporting va dépendre de la taille des entreprises que l'on va adresser. Je tiens à préciser que la taille des entreprises, il s'agit des entreprises définies telles que pour les critères de suivi statistique au niveau de la France. Donc, ce ne sont pas les critères d'entreprise au sens de l'Union européenne qui, elles, ont une vision plus agrégée et en fait d'entités économiques agrégées. Là, les seuils, c'est bien défini en fonction de chaque taille d'entreprise adressée. Donc autrement dit, la première obligation intervient le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, donc les effectifs supérieurs à 5 000 donc 2 des 3 critères, pardon, effectifs supérieurs à 5 000 ou le chiffre d'affaires et le bilan, chiffre d'affaires étant supérieur à 1,5 milliard et le total de bilan à 2 milliards. Donc 2 de ces 3 critères, si vous les dépassez, vous entrez en champ d'application pour le e-invoicing et le e-reporting dès le 1er juillet 2024. Les estimations concernent environ 300 entreprises. Deuxième critère de taille, les ETI, donc avec un effectif de 250, un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard et ou un total de bilan inférieur à 2 milliards. Là, ça concerne 6 000 entreprises environ et l'application est à compter du 1er janvier 2025. Et enfin, les dernières entreprises à compter du 1er janvier 2026 où l'application concernera toutes les entreprises. Donc, ce qu'il faut bien retenir, parce que j'ai eu pas mal de questions ces temps derniers sur finalement qu'est-ce que c'est l'entreprise en tant que telle, c'est bien une seule société. On ne raisonne pas au niveau consolidé, on raisonne bien entité par entité. Et là, vous avez les critères qui vous permettent de voir à quel moment vous pourrez être concerné par cette application en émission. Mais je rappelle que dès le 1er juillet 2024, vous avez l'obligation d'être organisé pour être en mesure de réceptionner toutes les factures électroniques. Donc la loi de finances rectificative a modifié le code général des impôts en introduisant tous les éléments d'information nécessaires liés à ce e-invoicing et e-reporting. Donc on est clairement dans une démarche qui est enclenchée et il n'y aura pas de retour en arrière, ça c'est absolument sûr, compte tenu du fait que cette réforme elle est déjà appliquée dans quelques pays européens. Et donc le code général des impôts s'est mis en ordre de bataille sur l'organisation qu'on va vous présenter à la slide suivante. Voilà, donc là, on vous a mis un graphique un diagramme, pardon, qui vous permet de comprendre un petit peu le mode de fonctionnement du futur dans le cadre de ce invoicing et e-reporting. Plusieurs acteurs, il y a d'une part des acteurs et après comment tous ces acteurs vont interagir. Les entreprises sont soit les vendeurs
et les acheteurs qui vont se rencontrer sur leur marché économique. Il y a des opérateurs de dématérialisation, ce qu'on appelle OD, donc des prestataires de services qui vont agir pour le compte des entreprises. Il y a également les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. Et puis enfin, il y a le portail public de facturation, la PPF, qui est l'équivalent de Chorus Pro. Ce ne sera pas Chorus Pro, ça va être un modèle comme Chorus Pro, mais ce ne sera pas Chorus Pro, et c'est en cours de développement. Donc comment tout le monde va interagir les uns avec les autres? Donc le fournisseur va émettre une facture à destination de son client. Il aura le choix soit de passer par un opérateur de dématérialisation qui va en fait transmettre les informations des factures vers la plateforme de l'administration qui va collecter ces éléments et puis qui pourra envoyer ces éléments ensuite au client. Ou alors, l'autre choix, c'est d'aller vers une plateforme de dématérialisation partenaire qui, elle, va être le même raisonnement que l'opérateur de dématérialisation. La différence, c'est qu'elle va réaliser des services complémentaires. Transmission au client, transmission à l'administration fiscale, éventuellement collecte, ce qui est en train de se déployer. Il est envisagé qu'une partie des règlements soit collectée directement dans ces PDP. Et donc, on va additionner un certain nombre de petits services autour de la gestion de la facturation. Et enfin, le portail public de facturation, qui est le représentant de l'administration, qui a donc collecté l'ensemble des informations économiques, à la fois e-invoicing, donc concrètement toutes les factures avec tous les champs renseignés sont les 3 formats que je vous ai définis au préalable, ou alors, de l'autre côté, vous allez avoir également le stockage de toutes ces informations et puis la collecte des éléments d'information nécessaires à la TVA. Pour l'instant, il n'est pas évoqué une notion de TVA automatisée. On pourrait aller vers une TVA qui serait pré-remplie, avec une proposition de déclaration de TVA pré-remplie en fonction des informations qui sont transmises dans le cadre de toute cette chaîne de dématérialisation. Mais on est encore en discussion. Ce que je souhaitais aussi rajouter, c'est que d'un point de vue IT et lancement des projets, on est en cours d'immatriculation des PDP, c'est-à-dire que les éditeurs qui souhaitent se manifester en qualité de PDP sont en cours d'inscription auprès de l'administration fiscale. Le timing va être quand même un petit peu serré, donc commencer à regarder un peu les acteurs pertinents en termes de PDP, c'est un peu tôt. C'est pour ça que nous, on pense plutôt vous donner de l'information sur les PDP en deuxième temps à partir de septembre, puisque là, ils sont en cours d'inscription auprès de l'administration fiscale et ensuite, après, ils dérouleront d'abord les codages, puis ensuite, après, les proof of concept avec l'administration fiscale. Donc là, on est encore assez tôt dans le cheminement, même si le délai se rapproche de plus en plus. Voilà, donc 2 schémas à retenir. Soit on va vers quelque chose de très simple avec un opérateur de dématérialisation qui va agir vers le portail de la public de facturation, ou alors on va choisir des PDP qui sont des éditeurs qui vont mettre à disposition un process plus complet autour de gérer la facture, gérer le document, l'encaissement et le suivi de ces derniers. Voilà. Merci Philippe. Donc, je vais prendre le relais sur la partie actualité des normes IFRS. Donc on va comment dire il y a peu d'actualité d'un point de vue normatif, pas de nouvelles normes majeures qui soient parues, qui impactent les comptes 2022. Donc l'actualité tourne essentiellement autour de l'environnement économique et des impacts du conflit ukrainien. Donc on présentera sous l'angle des principales recommandations AMF. Ensuite, on verra quelques points d'attention relatifs aux normes IFRS, quelques points d'actualité de l'IFRS IC, un récapitulatif des textes d'application obligatoires en 2022 et suivant et années suivantes, et enfin quelques mots sur l'application, la mise en œuvre du format électronique européen. Alors, concernant l'actualité des normes IFRS, donc comme on disait, les principaux points d'attention tournent d'une part sur les impacts significatifs du conflit ukrainien et sur l'environnement macroéconomique que l'on connaît tous. Alors,
En ce qui concerne les impacts du conflit ukrainien, bon, les recommandations de l'ESMA et AMF, finalement, on les connaît assez bien puisque ce sont globalement à peu près les mêmes recommandations que l'on a connues lors de la crise sanitaire, hein, sur les exercices 2020-2021. Les mêmes points de vigilance retranscrits dans le contexte du conflit russo-ukrainien, donc à savoir la présentation des effets liés à l'invasion dans le compte de résultats pour les groupes qui seraient impactés, des points d'attention et de vigilance sur la mise en œuvre des tests de dépréciation, sur l'analyse du contrôle des filiales, hein, pour confirmer ou infirmer la perte de contrôle, voire d'influence notable, et éventuellement le classement des actifs en actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, dans le cas où les groupes seraient amenés à céder ou à abandonner des activités implantées en Russie ou en Ukraine. Quelques autres points un peu moins marquants en tout cas, également concernant la continuité d'exploitation, les traitements éventuels d'indemnités d'assurance, qui seraient éventuellement perçus en lien avec l'invasion, et puis également un rappel des autres points, de normes qui pourraient être, impactés en tout cas par cette situation, entre l'Ukraine et la Russie. Donc ensuite, on a les points, d'application des normes IFRS, donc qui sont impactés par l'environnement macroéconomique. Donc le premier d'entre eux étant, l'estimation et l'évaluation des avantages postérieurs à l'emploi. Donc on rappelle que la norme IAS 19 prévoit, l'utilisation d'hypothèses actuarielles pour estimer, les engagements postérieurs à l'emploi. Dans le cadre du contexte économique actuel, donc l'AMF recommande de la vigilance et de développer les informations sur les hypothèses, actuarielles clés. Et le premier point qui est potentiellement impacté par l'inflation concerne, le taux de progression des salaires, hein, pour lequel l'AMF recommande en tout cas de regarder, avec précision, la manière d'appréhender, une hausse des salaires dans la traduction du taux de progression des salaires retenu pour l'évaluation des engagements de retraite. Les autres points de vigilance et recommandations de l'AMF donc concernent essentiellement le niveau d'information qui est mis dans l'annexe et notamment l'utilisation de sensibilité sur les hypothèses clés et enfin l'AMF recommande aussi d'être vigilant sur l'évaluation des actifs de régime pour les entreprises qui seraient amenées à couvrir tout ou partie de leurs engagements, au travers d'actifs de régime. Alors, quelques points de vigilance aussi liés au contexte macroéconomique dans la mise en œuvre des tests de dépréciation. Donc, le premier point étant que la volatilité des taux d'inflation et des taux d'intérêt peut constituer un indice de perte de valeur conduisant à la mise en œuvre d'un test de dépréciation. Ces mêmes hausses de taux d'intérêt ou de rendement sont amenés, à impacter, probablement l'estimation des taux d'actualisation, hein, qui sont utilisés pour, les tests de dépréciation. Et enfin, donc l'inflation peut aussi avoir un effet sur les coûts et les volumes des ventes et donc de ce fait sur, les flux de trésorerie qui sont, estimés pour, mettre en œuvre un test de dépréciation suivant la méthode DCF. Donc les recommandations AMF portent essentiellement, là encore, sur, les informations à publier en annexe concernant les indices de perte de valeur, les hypothèses clés, et l'évolution de ces hypothèses par rapport aux derniers tests effectués, ainsi que sur les analyses de sensibilité. Alors, quelques points d'attention aussi sur, les contrats à long terme et la reconnaissance du chiffre d'affaires. Donc évidemment, dans un contexte, macroéconomique où, on observe une augmentation des coûts, certains contrats à long terme peuvent devenir déficitaires. Donc l'AMF recommande de fournir les informations, relatives à l'analyse du caractère déficitaire des contrats, ainsi que sur la manière dont le montant de la provision a été déterminé. Et en ce qui concerne donc la reconnaissance du chiffre d'affaires, donc on rappelle qu'IFRS 15 donne un certain nombre de conditions pour permettre d'activer les coûts engagés pour l'exécution d'un contrat, parmi lesquels notamment il faut s'assurer que l'entité s'attend à recouvrer les coûts potentiellement activés. Donc un point de vigilance bien entendu sur la recouvrabilité des coûts d'exécution activés dans le cadre d'IFRS 15. Alors, les autres points d'attention pour la clôture 2022, donc le premier d'entre eux, c'est l'hyperinflation.
Donc, alors, la nouveauté de cet exercice, donc, c'est l'entrée de la Turquie dans la liste des économies hyperinflationnistes hein, pour l'exercice 2022. Donc, la Turquie qui est sur cette liste depuis le 16 mars 2022. Donc, on rappelle que la norme IAS 29 requiert de retraiter les états financiers d'une entité qui est dont la monnaie fonctionnelle est celle d'une économie hyperinflationniste. Donc, la Turquie pour elle, ben, l'application de ce traitement IAS 29 débute au 1er janvier 2022 et donc concerne toutes les entités qui ont comme monnaie fonctionnelle la livre turque. Voilà. Ensuite, en page suivante, on vous rappelle succinctement donc, les modalités de la première application de la comptabilité d'hyperinflation. Donc, on rappelle, c'est un retraitement en deux temps. Donc, à l'ouverture, il convient de retraiter les éléments d'actifs et passifs non monétaires en appliquant un indice général des prix, d'évolution des prix entre la date d'entrée des éléments non monétaires dans le patrimoine, dans le bilan, et la date d'ouverture, donc au 1er janvier 2022. Et on reconduit ce même exercice à la clôture, donc en retraitant les éléments d'actifs et passifs non monétaires pour l'application de ce même indice des prix. Et cette fois-ci, entre soit la date d'ouverture pour les éléments qui étaient existants au 1er janvier 2022, ou la date d'entrée dans le patrimoine si celle-ci est ultérieure, et la date d'arrêté des comptes au 31/12/2022. Voilà, on rappelle qu'il y a aussi des dispositions, enfin ces dispositions sont à peu près analogues dans l'application des comptes consolidés établis en normes françaises. Ensuite, quelques rappels rapides concernant l'application d'IFRS 16, concernant les contrats de location. Donc, on rappelle que dans le contexte actuel, des décisions peuvent être prises concernant les contrats de location, qu'on avait déjà un petit peu vu dans le cadre de la crise sanitaire, donc, qui peuvent être de modifier des contrats de location ou de réestimer les durées de loyer. Et puis, quelques rappels aussi concernant la mise en œuvre, la prise en compte des contrats de location dans les tests de dépréciation. Alors, concernant la révision de la durée du contrat de location, pardon, donc on rappelle, hein, que, voilà, si des options de renouvellement ou de résiliation sont exercées, de façon différente aux prévisions initiales, on va être amené à traiter, ces modalités, ces changements d'un point de vue comptable. On rappelle que, les changements de circonstances doivent, intervenir sous le contrôle du preneur. Et donc, sur le plan comptable, une révision de durée du contrat va se traduire par une réestimation de la dette de loyer en contrepartie d'une réestimation symétrique du droit d'utilisation. Donc, la réestimation de la dette de loyer va nécessiter d'utiliser un taux d'actualisation révisé. Et donc, on rappelle que ce taux d'actualisation révisé est le taux d'intérêt implicite du contrat pour la durée restante, ou sinon le taux d'emprunt marginal si le taux implicite n'est pas connu. Alors, rappel également concernant la prise en compte des contrats de location dans les tests de dépréciation. Donc, on rappelle qu'AS 36 s'applique au sein des UGT qui ont des contrats de location. Donc, deux approches sont prévues pour la mise en œuvre des tests de dépréciation. La première consiste à intégrer les droits d'utilisation dans la base des actifs testés et à exclure les loyers relatifs à ces contrats dans les cash flows projetés, actualisés pour déterminer la valeur d'utilité. Une deuxième approche existe, en partant de cette première approche, qui consiste en plus à, déduire la dette de loyer d'un côté de la base d'actifs testés et de l'autre côté de la somme des cash flows actualisés. Donc ce qui, nous amène normalement à avoir une marge de confort qui est équivalente, quelles que soient les approches retenues. Alors on rappelle juste qu'en pratique, il y avait une troisième méthode, enfin qui était un peu l'application, la mise en œuvre des tests de dépréciation sans application d'IFRS 16, qui était, réalisée par certains groupes en pratique, mais qui n'est pas, spécifiquement prévu par les textes. Alors, on rappelle aussi juste un petit point rapide juste précédemment sur les contrats, qui ne sont pas à prendre en compte dans les tests de dépréciation. On rappelle donc ce sont les contrats de faible valeur ou dont la durée est inférieure à 12 mois. Donc on rappelle qu'on ne les prend pas dans la base des actifs testés. Et en revanche, on prend la charge, bien entendu, des loyers correspondants dans le calcul des flux de trésorerie. Alors, quelques sujets d'actualité IFRS IC rapidement. Donc un rappel, hein, d'un amendement à IAS 37 qu'on avait déjà présenté l'année dernière, mais qui est applicable donc à compter du 1er janvier 2022, concernant les contrats déficitaires. Donc on rappelle donc ce que sont les contrats déficitaires, c'est-à-dire que ce sont ceux dont les coûts inévitables sont supérieurs aux bénéfices attendus.
Et on rappelle ici la définition des coûts inévitables. Donc, la norme IAS 37 prévoyait que lorsqu'un contrat était susceptible de devenir déficitaire, donc il fallait mettre en œuvre un test de dépréciation. Ce test de dépréciation, donc l'amendement à l'IAS 37 précise simplement que ce test doit être fait sur l'ensemble des actifs utilisés pour exécuter le contrat et pas uniquement sur les actifs exclusivement dédiés au contrat. Ensuite, alors un autre amendement, cette fois-ci à la norme IAS 1 concernant les passifs non courants assortis de covenants. Donc on rappelle, en janvier 2020, l'IASB avait publié un premier amendement qui exigeait que un covenant soit systématiquement testé sur la base des données financières, telles que déterminées en date de clôture. Donc par exemple, un covenant qui reposait sur un niveau d'endettement devant être testé à fin mars N+1. Bon, voilà, pour les besoins du classement comptable de la dette, ce covenant était testé sur la base du niveau d'endettement observé à la clôture au 31 décembre N. Et donc, la première version de l'amendement stipulait que si le test était défaillant au 31 décembre N, on devait reclasser la dette en passif courant dans les comptes annuels, et ce, même si le test de covenant n'intervenait que postérieurement à la clôture. Donc là, on a eu une nouvelle version de cet amendement qui a été publiée sur 2022. Si on peut passer à la slide suivante. Merci. Donc nouvel amendement publié en octobre 2022, donc, qui cette fois-ci fait machine arrière et dit que seul un covenant devant être testé contractuellement au plus tard à la date de clôture continue à avoir une incidence sur la qualification en courant-non courant. Voilà, donc du coup, lorsqu'une dette est assortie d'un covenant qui doit être testé à une date postérieure, en fait, on publie des informations en annexe concernant l'encours, la nature du covenant et la date à laquelle il est testé, mais il n'y a plus de reclassement en passif courant si jamais le covenant n'est pas respecté. Et donc cette nouvelle rédaction de l'amendement, pardon, s'appliquera donc aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 avec une application anticipée possible. Alors, ensuite, on a rappelé donc la liste des textes IFRS qui sont d'application obligatoire en 2022 et sur les exercices suivants. Donc, on ne va pas revenir. Donc, voilà, la liste, vous pourrez en disposer dans le support, mais donc on a présenté les principaux éléments qui impactent les comptes 2022, notamment l'amendement IAS 37. Ensuite, donc pour les textes postérieurs à 2022. Donc voilà, on est toujours sur des notions d'amendement aux normes existantes, notamment celui qu'on vient de présenter, l'amendement IAS 1. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date d'application prévue par l'Union européenne, mais bon, ils peuvent être a priori être appliqués par anticipation dans la mesure où ils ont été une date d'application est connue par l'IASB. Et enfin, donc les textes d'application post-2022, parmi lesquels principalement donc la norme IFRS 17, mais qui concerne le secteur assurantiel, donc voilà, peu d'impact pour les entreprises hors assurance. Alors, quelques mots rapides sur l'application du format électronique ESEF. Donc, on rappelle, donc l'année dernière, tous les groupes avaient l'obligation au plus tard de baliser leurs états financiers, enfin en tout cas les états de synthèse suivant, enfin pour faire en sorte qu'ils soient publiés en respect du format XBRL. Donc ce balisage concernait le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux principalement. Et donc à compter de cet exercice, le balisage doit porter sur l'ensemble des états financiers publiés en IFRS. Donc ça inclut bien entendu les notes annexes. Alors l'ESMA, il est conseillé en tout cas de se référer au manuel de reporting qui a été publié par l'ESMA. Et un point de précision dans l'application de ce balisage qui est on nous précise que dans le cas où une information donnée dans les notes annexes correspond à plusieurs éléments de la taxonomie, eh bien à ce moment-là, il faut baliser l'information à l'aide de plusieurs balises de la taxonomie, dans la mesure où ces balises correspondent à la signification comptable sous-jacente de l'information. Et donc lorsque des informations sont fournies dans les notes annexes correspondent à aucun des éléments de la taxonomie IFRS, le macro-balisage, bien entendu, n'est pas requis. Donc juste, page suivante, on vous a mis un exemple de ce que ça donne. Une note d'annexe des états financiers consolidés pour laquelle plusieurs éléments de la taxonomie IFRS sont concernés. Donc on voit que
on ne doit pas simplement taxer la note, baliser la note dans son ensemble, mais baliser chaque nature d'information en fonction des balises appropriées. Voilà, donc un travail qui est quand même assez conséquent. Alors, donc voilà pour les principaux points d'actualité des normes IFRS. On va passer sur l'actualité des normes françaises en commençant par l'actualité relative au compte consolidé. Alors, donc l'année 2021 avait été la première année d'application du règlement 2020-01. Donc, quelques précisions ont été apportées en cours d'année 2022 sur les modalités d'application de ce règlement, notamment une recommandation publiée par l'ANC en mai 2022 dans laquelle elle considérait d'une part qu'un groupe peut présenter au bilan une ligne autre fonds propres. Alors aujourd'hui, voilà, l'ANC a précisé que dans son état actuel, les modèles d'état financier consolidés sont prescriptifs. Donc, en principe, on n'est pas autorisé à ajouter ou modifier les rubriques qui sont présentées dans ces états financiers. Cependant, il est autorisé d'inclure une ligne autre fonds propres, sans toutefois qu'à ce stade, le contenu de cette ligne soit spécifiquement défini. Donc, des travaux complémentaires seront réalisés aussi dans les mois à venir pour éclairer ce point. Autre précision apportée par l'ANC, donc les subventions d'investissement qui n'étaient pas encore totalement amorties et qui avaient été obtenues avant le 1er janvier 2021 peuvent être reclassées en capitaux propres lorsqu'elles étaient présentées auparavant dans un autre poste du bilan consolidé. Donc, petite exception quelque part à l'application prospective du nouveau règlement sur les comptes consolidés. Enfin, il y a eu une précision aussi sur le classement du crédit d'impôt recherche. Donc certains groupes, jusqu'à présent, comptabilisaient le crédit d'impôt recherche en résultat d'exploitation. En principe, désormais, le crédit d'impôt recherche doit être présenté en réduction de l'impôt sur les sociétés comme dans les comptes individuels. Cependant, l'ANC a laissé un délai, une période transitoire de 3 exercices pour imposer ce changement de classement, on va dire le temps pour les entreprises éventuellement de renégocier les covenants et autres contrats qui pouvaient être impactés par cette modification de présentation. Voilà, donc évidemment, il faut présenter ces éléments-là dans l'annexe de manière appropriée. Alors, quelques autres précisions également de l'ANC en réponse à des interrogations de la CNCC. Donc, le premier point étant que l'ANC indique que le principe de substance est toujours présent dans la réglementation comptable française. La mention du principe de substance sur l'apparence avait été supprimée de manière explicite. Enfin, il n'y avait plus de mention explicite dans le règlement. Voilà, cependant, l'ANC précise que ce principe est toujours existant dans les règles françaises et si besoin, on peut toujours s'appuyer sur ce principe. Également, un élément de précision, voilà, expliquant que l'objectif du règlement était bien de consacrer un principe de convergence entre comptes individuels et comptes consolidés. Et donc, à contrario, cela crée des nouvelles divergences avec le référentiel IFRS. Et puis enfin, donc, quelques pratiques et doctrines antérieures sur lesquelles les groupes pouvaient éventuellement s'appuyer sont désormais caduques puisque ces dispositions ont été abrogées. Mais l'ANC travaille toujours sur des évolutions possibles pour clarifier certains points d'application et les questions qui restent un peu en suspens portent notamment sur les dettes, les capitaux propres, les autres fonds propres et les subventions d'investissement. Alors, encore deux, trois précisions sur voilà, des éléments de réponse à la CNCC concernant les distinctions dettes capitaux propres. Donc, l'ANC considère que les groupes peuvent présenter en capitaux propres certains emprunts non remboursables, donc de fait assimilés à des fonds propres, même s'ils sont classés initialement en dette dans les comptes individuels. Et bon, s'ils sont assimilés à des capitaux propres dans les comptes consolidés, à ce moment-là, il faut appliquer la répartition entre part du groupe et intérêt minoritaire. De même, lorsque les subventions d'investissement sont classées en capitaux propres, il faut également, bien entendu, appliquer cette répartition entre part du groupe et intérêt minoritaire. Et enfin, un point de précision concernant la fiscalité différée. Donc, les textes ne précisaient pas les traitements à appliquer en matière de fiscalité différée. Donc, on constatait en pratique une disparité de méthode. Alors, certains groupes appliquant de la fiscalité différée sur les subventions d'investissement inscrites en fonds propres, considérant qu'elles seraient reprises et étalées au compte de résultats sur les exercices futurs et donc dégageant de fait une différence temporaire. D'autres groupes ne constataient pas de fiscalité différée. Voilà, donc
Aujourd'hui, pas de précision, enfin de position précise sur le traitement à opérer, donc on demande au groupe d'expliquer en annexe les traitements qu'ils ont opérés. Enfin, on nous précise aussi qu'à défaut de mention ou de traitement précis dans le règlement ANC 2020, les opérations doivent être traitées comptablement comme dans les comptes individuels. Donc c'est le cas notamment, par exemple, pour les plus-values de cession suivies d'un contrat de cession d'un contrat de location simple, différentes opérations de capital, etc. Donc voilà, si le règlement ANC 2020-01 n'est pas explicite sur un traitement, il faut se référer au traitement prescrit pour les comptes individuels. Enfin, dernière petite précision, donc voilà, concernant le sort des écarts de conversion sur élimination d'opérations intragroupe, hein. On rappelle que donc dans le cadre de l'application du nouveau règlement, les écarts de conversion doivent être maintenus au bilan dans les comptes consolidés, y compris la provision pour perte de change. Bien entendu, dans les comptes consolidés, les positions intragroupe créances et dettes sont éliminées. Néanmoins, le risque de change perdure et donc les écarts de conversion relatifs à ces opérations intragroupes doivent être maintenus de la même manière dans les comptes consolidés. La précision étant apportée quand même que la provision pour perte de change peut être ajustée si les créances et dettes intragroupes font partie d'une position globale de change. Voilà, c'est l'ensemble des points pour la partie sur les comptes consolidés. Donc, je vais repasser la parole pour la suite des points concernant l'actualité comptable en langue française à Hayat. Alors, on a décidé d'aborder quelques points d'attention. L'ANC a adopté le règlement de modernisation des états financiers. L'objectif était de faciliter la digitalisation des comptes annuels et la simplification de la nomenclature des comptes et des comptes annuels. Elle sera obligatoire à partir du 1er janvier 2025, mais il sera néanmoins possible d'appliquer le règlement au moment de l'homologation par le Parlement. Les principales modifications sont d'une part la suppression des transferts de charges et la modification de la notion de résultat exceptionnel. Donc, le résultat exceptionnel doit absolument être lié à un événement majeur inhabituel. Dans ce résultat exceptionnel, on retrouvera les opérations de changement de méthode, les écritures purement fiscales, telles que par exemple les amortissements dérogatoires ou les corrections d'erreurs. Mais on n'aura plus les cessions d'IMO, les quotes-parts de subvention. Tout ça sera reclassé en exploitation. Face à l'inflation des matières premières, donc il y a un dispositif assez ancien qui revient à l'ordre du jour, donc la provision pour hausse des prix. J'ai pris les dernières statistiques de l'INSEE sur les prix des matières premières. Et à titre d'exemple, on constate que sur les 12 derniers mois, par exemple, les céréales ont augmenté de 23%, le sucre de 28%, la viande de 22%, les fibres textiles naturelles de 85%. Donc, il y a vraiment une vraie réflexion à avoir sur cette provision pour hausse des prix. Donc, s'il est constaté une hausse des prix de plus de 10%, les entreprises peuvent pratiquer en franchise d'impôt donc cette provision qui correspond à la fraction qui excède donc ces 10%. Donc, les entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale, qu'elles soient soumises à l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les sociétés, donc peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix. Donc, une entreprise peut déduire de son bénéfice une provision pour hausse des prix limitée à 15 millions d'euros par exercice, mais qui doit être pris, bien sûr, au plus tard à l'expiration de la 6e année. Pour rappel, cette provision est une provision réglementée qui intègre donc les capitaux propres et elle est éliminée en conso. Les différentes aides qu'on a vues en préambule sur la loi de finances, donc quel est le traitement comptable de ces aides? Donc, ces aides sont considérées comme des subventions d'exploitation. Donc, elles sont comptabilisées en 74. L'inscription de ces aides en produit à la clôture, donc c'est un produit à recevoir, et même si la demande n'a pas été déposée, mais dès lors qu'à cette date, le texte qui définit les conditions d'octroi a été publié et que l'entité a décidé de demander l'aide et de respecter les conditions de fond et de forme, elle peut donc les comptabiliser en produit. Donc c'est vraiment, on va dire, un point important, puisque normalement, une subvention d'exploitation se comptabilise à la date d'attribution.
Bien sûr, il y a une mention en annexe, hein, par contre. Il faut absolument fournir dans l'annexe une information sur l'aide. Ensuite, on va aborder le traitement comptable de l'abondement correctif. C'est plus un rappel. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsqu'au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié d'entretien professionnel et d'au moins une formation, l'employeur est tenu de verser à la Caisse des dépôts et consignations un abondement correctif qui est de 3 000 € par salarié. Quel est le traitement comptable de cet abondement? Si à la date de clôture, ces 6 années sont achevées, c'est une dette réelle, donc elle est à constater en dette. Si par contre, à la date de clôture, les 6 années ne sont pas achevées, deux options sont possibles. Soit on peut constater une provision intégrale dès le premier manquement, parce que normalement, un entretien doit avoir lieu au moins tous les 2 ans. Donc, dès le premier manquement, on peut constater en provision la totalité de la dette, ou bien, option 2, l'étaler sur la période résiduelle. Enfin, dernier point, c'est juste pour vous rappeler les homologations de règlements comptables qu'on a eu sur l'exercice, sur l'année 2022. Donc, c'est le règlement relatif au compte annuel des organismes de placement collectif, modification du règlement ANC relatif au plan comptable général, mais ça, c'est juste sur la méthode de comptabilisation de la taxe d'apprentissage. Ensuite, le règlement ANC relatif au compte annuel des personnes morales de droit privé à but non lucratif et également relatif au compte annuel des organismes de logement social. Merci Hayat. Si vous le voulez bien, nous allons passer à la partie sur le reporting de durabilité. Donc là, nous allons plonger non plus dans des sujets comptables ou fiscaux, mais sur des sujets ESG, environnement, social et gouvernance. Donc juste pour avoir quelques éléments de contexte, on a un certain nombre de règlements, de textes qui sortent. Tous ces textes, en fait, sont liés à l'engagement qu'a pris l'Europe de devenir neutre en carbone d'ici 2050. C'est un engagement ferme, juridique, donc tout tiers pourra attaquer l'Europe si elle n'atteint pas cet objectif, ce qui explique pourquoi il y a autant de textes qui apparaissent et d'obligations qui vont bientôt peser sur un nombre de plus en plus large d'entreprises. Au niveau du package réglementaire qui entoure cet objectif, on peut noter la SFRD, qui s'appelle également Disclosure. C'est un reporting ESG pour les acteurs financiers, c'est-à-dire pour toutes les banques, les fonds d'investissement, vos financeurs. Ils vont avoir un certain nombre d'éléments à reporter en ce qui concerne l'ESG et pour pouvoir reporter ces éléments, ils vont demander aux entreprises un certain nombre d'informations. Vous avez peut-être déjà eu des demandes sur ces sujets. Un deuxième texte est la taxonomie environnementale qui demande de publier des ratios verts européens. Si on peut rester sur le précédent slide, s'il te plaît. Troisième texte important, c'est la CSRD. Là, c'est le reporting ESG des entreprises. Puis après, on a d'autres textes plus spécifiques, mais moins importants. Il faut avoir en tête que la taxonomie verte européenne n'est pas complète, puisque pour le moment, elle ne porte que sur 2 objectifs environnementaux liés au climat. On attend les textes délégués pour les 4 autres objectifs environnementaux. Et pour le reporting ESG des entreprises, le texte a été voté. Par contre, il n'est pas encore transposé en droit français. Donc, si on regarde un peu plus dans le détail des dates d'application et de publication des textes, donc la CSRD, c'est un texte de niveau 1 en européen. Il doit donc être transposé dans tous les pays. Le texte de base européen a été publié le 16 décembre, donc il est entré en vigueur le 5 janvier 2023 et les États membres de l'Europe ont 18 mois au maximum pour pouvoir le transposer. Il faut savoir que la France s'est engagée à le faire avant le 31 décembre 2023, ce qui explique qu'on connaît les dates d'application de ce texte en France. On le verra dans le slide suivant. Le reporting de durabilité qui est prévu par la CSRD va devoir suivre des normes qui sont développées par l'EFRAG, qui s'appellent les ESRS,
Là, on est sur un texte de niveau 2 en droit européen. Il n'y a donc pas de transposition, tout se passe par acte délégué. Donc, l'EFRAG a déjà publié un premier jeu de normes ESRS qui explique ce qui devra être reporté dans le reporting de durabilité le 22 novembre 2022. Et là, il y a un certain nombre de consultations qui sont en cours, qui vont durer au minimum 7 mois. Donc, on pense avoir un premier jeu officiel de normes pour le 30 juin 2023. C'est le calendrier actuel. Donc, qui va devoir publier un reporting de durabilité et quand? Donc, le premier reporting portera sur les données 2024 et sera publié en 2025. Mais ça, ce sera uniquement pour les grandes entreprises qui sont déjà soumises à la NFRD. C'est la précédente norme de reporting ESG. Donc, ça concerne les sociétés EIP, c'est-à-dire cotées sur un marché réglementé, pas des sociétés qui sont sur Euronext Growth, qui ont un effectif consolidé, puisque là, on est sur des données consolidées, analysées, supérieur à 500 personnes, et un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions ou un total bilan supérieur à 20 millions. Donc, ces entreprises, en général, ces groupes publient déjà une DPEF, donc elles ont déjà une base, mais il va falloir appliquer les textes de la CSRD et les normes de l'EFRAG. Deuxième volet d'application, ça sera sur les données 2025 publiées en 2026. Et là, cela concernera toutes les grandes entreprises au sens de la directive comptable. Donc, les sociétés EIP un peu plus petites, mais toutes les sociétés qui sont basées dans l'UE et qui dépassent 2 des 3 seuils suivants, plus de 250 personnes, un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions ou un bilan supérieur à 20 millions. Donc, on est sur un scope beaucoup plus large que précédemment. A priori, les SAS devraient être concernés. Il faudra suivre ce point lors de la transposition en droit français. La troisième vague sera 2026 pour les données publiées en 2027 pour les petites PME cotées. Et on aura enfin une quatrième vague qui concernera les entreprises non européennes d'une certaine taille. Là, le but, c'est de faire en sorte qu'une filiale ou une succursale d'un grand groupe américain qui a une taille importante et qui exerce en Europe soit obligé de publier un certain nombre d'informations ESG, tout comme les groupes européens, pour pas qu'il y ait de distorsion de concurrence. Donc, toutes ces reportings devront respecter les normes ESRS et seront faits au niveau consolidé. Si une filiale d'un groupe qui est concerné dépasse les seuils, le reporting groupe pourra suffire. On ne sera pas obligé de faire en plus un reporting sur la filiale concernée. Donc, les domaines de reporting sont très larges. Je vous les ai récapitulés ici. Donc, on a des points, les 3 thèmes ESG à traiter sont l'environnement, le social, la gouvernance. Il faut avoir en tête qu'il faudra impliquer les représentants du personnel pour leur demander leur avis sur la pertinence des informations et sur le processus de reporting. Donc ça, c'est à avoir en tête parce qu'on n'est pas forcément habitué en France à échanger avec le personnel sur ce type de reporting. On devra donc appliquer les normes de durabilité, les ESRS, et il faudra aussi prévoir, comme pour les états financiers des sociétés cotées actuellement, une digitalisation au format XBRL. C'est un projet très lourd. Juste pour que vous ayez un petit aperçu des normes ESRS, donc on va être sur une typologie de normes qui se rapproche assez des IFRS pour les états financiers. Donc, c'est très, très détaillé, très directif. Pour que vous ayez une idée, on a actuellement 1100 points sur lesquels il faut reporter si on applique les normes, dont un tiers seront obligatoires, quelle que soit l'activité, le secteur de l'entreprise. Donc, on a des normes transversales, 5 normes environnementales. La première norme environnementale ESRS E1 traite sur le changement climatique et reprend les 2 premiers objectifs de la taxonomie verte européenne. On a 4 normes sociales qui ventilent en fait les travailleurs selon différents groupes. Les travailleurs sous le contrôle de l'entité, ce sont les salariés directs. Les travailleurs de la chaîne de valeur, là, ce sont à la fois les travailleurs aval de la chaîne aval et en amont. Les communautés affectées, donc ce sont les populations qui se trouvent autour des sites de l'entreprise. Et enfin, les consommateurs et les utilisateurs finaux. Donc, on voit des domaines sociaux très larges et une norme de gouvernance.
Donc, un petit point très, très rapide sur la taxonomie verte européenne. La taxonomie verte européenne, elle prévoit que les entreprises doivent donner des informations sur le pourcentage de leur chiffre d'affaires, le pourcentage de leurs investissements et le pourcentage de leurs charges opérationnelles reliées aux investissements. Ce n'est pas du tout la même définition des charges opérationnelles que celle qu'on a habituellement dans les états financiers. Et c'est le pourcentage des activités durables. Donc, il y a énormément de documentation pour définir ce que sont les activités durables. Il faut d'abord vérifier que les activités de l'entreprise sont éligibles à la taxonomie et ensuite vérifier qu'elles respectent les critères techniques pour être qualifiées de durables. Donc, juste un petit calendrier d'application, mais là, on est plus sur les entreprises EIP. Elles ont l'année dernière reporté sur les 2 objectifs climat sur les activités éligibles. Cette année, elles vont devoir reporter sur l'alignement de ces activités et ultérieurement, il faudra reporter sur les 6 objectifs. Il faut bien avoir en tête que les entreprises qui seront soumises à la CSRD, qu'elles soient EIP ou pas, devront reporter sur les indicateurs de taxonomie verte. C'est pour ça qu'on vous en parle dès aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci Sandrine. Je crois qu'il y a une question dans le fil. Ayat, tu peux la je vais prendre en charge. je vais Ça la concerne prendre. la TVA et les acomptes. Ouais, donc je vais juste la lire pour que tout le monde ait le contexte. Bonjour, une question concernant la TVA sur les acomptes. Doit-il y avoir nécessairement une facture d'acompte ou une demande d'acompte mentionnant la TVA est-elle suffisante? Alors, juste pour rappel, l'acompte est prévu par l'article 289 du CG, c'est obligatoire. Donc, la facture d'acompte est obligatoire. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de la faire et là, mentionner en plus la TVA et la collecter dès l'encaissement. Mais c'est obligatoire, hein. Ça a toujours été obligatoire. Sauf pour les livraisons intracommunautaires. C'est la seule exception. Mais sinon, elle est obligatoire. Ok, merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le fil. Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire et je vous remercie au nom de tous les associés de votre attention et une bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.